poilu et qui a eu l'avantage également et le privilège de le rejoindre aujourd'hui. Merci également à M. Vanache qui nous a rejoint également pour cette conférence et franchement, un grand merci à vous deux. Ça sera très passionnant, je n'en doute pas une seconde. Franck, je te laisse la parole pour démarrer. Merci Didier et merci à toutes et à tous aux participants. Avant tout, désolé pour cette formule un peu particulière. Le but est d'avoir une formule en présentiel, on s'adapte par rapport au monde dans lequel on traverse. Alors, je vous propose avant tout, vu qu'on a la chance d'avoir un invité exceptionnel aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un applaudissement parce que déjà au niveau du micro, c'est assez rock'n'roll, mais je vous propose de faire un pouce levé pour marquer cet événement historique de la présence de Vincent Vanache aujourd'hui, qui est un champion du monde et qu'on a la chance exceptionnelle de recevoir. Donc, petit mot d'introduction avant que je cède la parole à Vincent. Ecofin Startup, nous sommes aujourd'hui à la 4e édition, ça a été créé l'an dernier. On partage un moment ensemble avec des personnalités d'envergure, non pas pour parler de leur comment, mais pour parler de leur pourquoi. Il y a un certain Charles de Gaulle qui a dit que l'histoire avec un grand H, c'est la rencontre entre un événement et une motivation. La semaine passée, on parlait de la commémoration de l'appel du 18 juin. Aujourd'hui, on a l'appel du 26 juin. Alors, qu'est-ce que M. Charles de Gaulle et M. Vincent Vanache ont en commun? Je vous dirais qu'ils ont 3 choses en commun. Il y a eu un super reportage la semaine passée de Secret d'Histoire sur Charles de Gaulle. Et avec la présentation qu'on a aujourd'hui, en fait, il y a 3 liens assez évidents qui se résument à 3 mots-clés. Il y a un mot assez choc qui s'appelle prison, non pas prison physique pour M. Vanache, mais prison psychologique. Il est passé par la case prison, où il y a eu une préparation et une motivation. Et comme disait De Gaulle, avant que je passe la parole à Vincent, impossible et possible, il y a 2 lettres d'écart et un état d'esprit. Sans plus attendre et sans lui mettre la pression, je passe la parole à Vincent et je vous retrouve à la fin de la conférence. Bonne conférence. Merci Franck. Bon, désolé, ça c'est les aléas de la technologie. Forcément. J'ai eu l'impression de vivre un peu un match parce que j'étais stressé avant ce petit phénomène ici, mais voilà, on est prêt à commencer. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Pour remettre dans le contexte, j'espère que tout le monde m'entend bien, mais pour vous remettre dans le contexte, voilà, les Red Lions, c'est la première équipe belge à avoir remporté une Coupe du Monde, c'est la première équipe à devenir championne du monde, donc à écrire l'histoire de la Belgique. Alors, Vincent Vanache, pourquoi il a commencé à jouer au hockey? Tout simplement, à cette époque-là, ça se transmettait de génération en génération. Et donc, mon papa jouait au hockey, mes grands frères jouaient au hockey, ma grande sœur jouait au hockey, et moi j'ai juste suivi le pas. J'ai juste suivi les autres et c'était plutôt le bon choix pour moi. C'était vraiment quelque chose de famille. Aujourd'hui, on voit une nouvelle famille qui trouve que le hockey, c'est vraiment un sport génial, qui véhicule des bonnes valeurs, qui ne connaissaient pas du tout ce sport, mais qui s'y sont intéressés au vu des dernières années et qui s'inscrivent. Donc, moi, je disais à l'école primaire que je jouais au hockey, on me disait toujours tu joues au hockey sur glace. Je dis non, je joue au hockey sur gazon, on n'a pas de patin, il n'y a pas de contact. Et aujourd'hui, je vois le mercredi et le week-end des jeunes sur leur vélo dans le bus pour aller à l'entraînement. Je trouve ça vraiment fantastique. Mon papa, forcément, il pleut, il y a un grand soleil, il a toujours le même déguisement. Donc il est toujours comme ça dans le stade, c'est assez facile pour moi pour le voir forcément, parce que qu'il y ait 100 personnes, 200 personnes, 2000, 15 000 personnes, je le verrai toujours avec son parapluie, son chapeau et son tablier. Il essaie de me suivre assez souvent, ainsi que ma famille, mais parfois c'est pas possible, comme à Rio. Là, je sais qu'ils sont derrière leur écran à me regarder, je sais qu'ils sont beaucoup plus stressés que moi, mais à l'hymne national, je leur fais un petit geste pour leur montrer que je suis avec eux. Et maman peut préparer un bon dîner parce qu'après la finale, je viendrai manger chez vous. Alors, Vincent Vanache, donc moi, j'ai toujours fait les deux. J'ai joué en tant que joueur, mais aussi en tant que gardien. J'adorais être joueur parce que je jouais centre avant et donc j'arrivais à marquer quelques goals parce que d'un autre côté, j'étais aussi gardien et donc je connaissais les points faibles des gardiens.
le phénomène de gardien, pourquoi ça m'a tellement fasciné, je sais pas, mais en tout cas, on me racontait à l'époque que quand j'avais 3-4 ans, à la mi-temps du match de l'équipe première, je courais vers le gardien, je lui faisais un bisou et je prenais son casque et ses gants et je les mettais sur moi. Et c'était un peu pour moi comme si je devenais un super-héros. Je pense que tous les petits-enfants, ils rêvent de super-héros, ils rêvent de déguisement, ils adorent ça. Mon déguisement à moi, c'était l'équipement de gardien, le gant, les casques. Petite anecdote, mon papa avait fait sur mesure des guêtres en bambou à cette époque-là, bien lourdes, avec du cuir. Et j'étais encore un petit bonhomme de haut comme 3 pommes. Et chaque fois que je plongeais, il devait venir derrière moi me relever parce que je n'avais pas la force de ramener l'équipement debout. Et donc, c'était assez folklorique à moi. Histoire des Red Lions, maintenant. Alors, je vous montre ici un graphique avec notre histoire au fur et à mesure des grandes compétitions. Donc, vous allez voir des Coupes d'Europe, des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde. Et on a connu 5 coachs de 2007 à 2015. Donc, en 8 ans, on a connu 5 coachs différents avec vraiment des philosophies différentes. Un Sud-Africain, 2 Australiens et 2 Hollandais. Chacun avec une philosophie différente, chacun avec une personnalité très différente aussi, et chacun avec son mode de fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire que l'équipe nationale est un peu hybride par rapport à toutes ces influences. Mais même si notre style aujourd'hui, à l'heure actuelle, notre style belge bien à nous, aujourd'hui, les autres nations essayent de nous copier. Et donc, juste ici, on voit, donc on a connu 5 coachs, on s'est qualifié 2 fois pour les Jeux Olympiques. En 2012, on a terminé 5e alors qu'on était placé 9e au classement mondial. C'était une très très belle performance. Et en 2013, c'était la première fois qu'on a pu créer une Coupe d'Europe en Belgique. Donc on a organisé la Coupe d'Europe en Belgique, c'était à Beaune. Ça a été un magnifique événement et la Belgique a terminé 2e. Et donc on a une médaille d'argent pour la première fois dans notre histoire. En 2014 et 2015, comme vous l'avez vu sur le graphique, je vous le rappelle juste, c'est qu'on a terminé 5e à chaque fois. Et donc, on partait de 2012 où on a fait une très belle performance, on termine 5e. En 2013, on termine 2e. Et puis en 2014 et 2015, à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Europe, on termine 5e. Et donc, pour nous, c'était quand même une grosse désillusion parce qu'on était quand même sur la pente ascendante. On se dit, OK, maintenant, on va viser un podium à chaque tournoi qu'on va jouer, voire une médaille d'or à chaque tournoi qu'on va jouer. Et une Coupe du Monde en 2014, une Coupe d'Europe, c'est des gros événements. On n'est pas présent, on rate le quart de finale, on rate la demi-finale. Chaque fois qu'il y a un peu de pression, on loupe notre match et ça ne va pas. Et donc, les critiques qu'on a reçues à ce moment-là par rapport aux Red Lions, c'était qu'on était une équipe vraiment talentueuse, mais qu'on faisait passer notre ego avant tout. Donc, on n'était pas professionnel non plus, mais qu'on jouait juste pour soi et pas pour le collectif commun. Et donc, vraiment, c'était l'individu qui passait d'abord avant le collectif. Ensuite, c'est assez bizarre dans l'équipe nationale, mais chaque joueur de l'équipe nationale, il est leader dans son club. Et donc, il aimerait devenir leader dans l'équipe nationale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et chacun doit avoir sa place sur le terrain. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas du tout. On n'avait pas de leader. Et quand on désignait un leader, ce n'était pas vraiment accepté par les autres joueurs. Et donc, on avait vraiment comme ça une équipe de superstars, mais qui ne jouaient pas ensemble dans un but commun. Et donc, à la place de créer l'histoire, chaque fois, on retombait dans notre travers, on perdait notre quart de finale, notre demi-finale ou notre finale, et on se reposait les mêmes questions. Donc là, on est en 2015, et on se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Donc tous les joueurs, on s'est tous rassemblés ensemble après cette Coupe d'Europe, à la fédération, pour débriefer, pour faire une évaluation de ce tournoi et les 2 derniers tournois qui se sont passés sous un coach hollandais. Et au final, on a écrit sur un papier tout ce qu'on reprochait un peu à l'équipe, mais aussi au coach. Et quand on a donné cette lettre au coach, il a dit, voilà, moi, je ne peux pas changer ça parce que c'est ma personnalité que je vais changer et donc, je démissionne ici. Donc, la fédération nous a soutenus à remercier le coach et là, à l'unanimité, tous les joueurs ont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut un nouveau coach. Quel coach on va prendre? Et à l'unanimité, on a choisi pour un seul coach. Celui qui est à l'heure actuelle
présent sur le terrain avec nous, c'est Shane McLeod. Et donc, il est devenu le nouveau coach. À l'unanimité, la fédération nous a supporté aussi. C'était notre choix. Maintenant, on avait intérêt à assurer aussi. Et donc, juste pour un petit rappel, c'est que ça se passe 10 mois avant les Jeux Olympiques. Donc, 10 mois, c'est très court pour recréer une équipe, vraiment une équipe solide pour prétendre à gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on était une équipe qui n'avait pas confiance en elle, les joueurs n'avaient pas confiance en eux, le capitaine n'avait pas confiance en lui, donc ça n'apportait rien de bon. On ne jouait pas ensemble, mais chacun jouait pour soi, et les égos prenaient le dessus sur l'équipe, sur le collectif. Et donc, 10 mois, il y avait du pain sur la planche. C'est une image que j'adore parce qu'on l'a prise lors des Jeux Olympiques, et la philosophie de Shane, sa philosophie, c'est transform a team of stars into a star team. Donc là, c'est un pacte collectif qu'on doit avoir, pas juste l'un ou l'autre joueur. Alors c'est clair, chaque individu, il fait partie de cette équipe, et chaque individu, il doit atteindre son meilleur potentiel. Donc tout ce qu'il va faire, ça va le rendre meilleur, mais ça va surtout, dans un but, c'est de rendre l'équipe meilleure. Et donc, il a axé sur 5 axes, je veux dire. Donc l'unité, c'était vraiment une force qu'on avait en nous, qu'on ne se rendait pas assez compte. Nous, on est équipe belge, on a des flamands, des francophones, on parle 3 langues. Je pense que c'est un atout majeur pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on joue contre l'Irlande, on peut très bien parler français, comme ça ils comprennent bien. Quand on joue contre les Anglais, on parle français aussi. Bon, forcément, quand on joue contre le Pakistan, là, on parle ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est une de nos grandes forces, et je pense que notre devise belge, l'union fait la force, elle représente bien ça. On le voit d'ailleurs sur la photo. Le cercle de confiance, comme je vous le disais, on n'avait plus du tout confiance en nous-mêmes, mais aussi dans l'équipe ou dans le staff avant 2015. Il a essayé de recréer ça. Tout le monde a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que qu'on soit gardien, sleeper, on comprend bien les rôles qu'on a à faire, on doit arrêter les balles. Il y a des rôles sur le terrain et en dehors du terrain. On a aussi des joueurs qui sont réservistes. Pour eux aussi, il leur a donné un rôle à jouer dans l'équipe. Et donc, chacun se sentait responsable de gagner quelque chose ensemble. On a changé cette culture de chaque fois perdre à la dernière seconde, chaque fois encaisser un petit goal à la mi-temps ou quoi. Ça, on a essayé de changer en ayant cette culture de la game. Cette petite grinta, les joueurs en Hollande, je peux vous dire, parfois on l'a dit arrogant, mais c'est une bonne arrogance parfois, parce que quand on vient et qu'on est sûr qu'on va gagner, on a déjà 10% de confiance en nous, en plus que les autres qui se disent, ouais, s'ils marquent en premier, ça va être compliqué. Aujourd'hui, jusqu'à la dernière seconde, on va jouer jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, même si on perd 2-0 et qu'il reste 1 minute, on sait ok, le match peut basculer d'un côté comme de l'autre, et donc on va foncer et on va avoir cette vraie culture de la game. Et enfin, on va inspirer une génération, on l'espère, et ça marche plutôt bien. On veut que les Red Lions, ils se vendent un peu comme un produit marketing. Les gens doivent nous suivre. Ça, c'est vraiment ces mots. Les gens doivent nous suivre, s'identifier à nos valeurs, être fiers de ce qu'on présente aussi. On aime que les gens, forcément, ils achètent le maillot des Red Lions avec sur le cœur le logo de la fédération. C'est des choses qu'on a envie de partager. C'est des choses qu'on voit. On donne notre temps après les matchs à des événements. Quoi. On est toujours là pour signer des autographes et c'est ce qui fait aussi ce collectif parce que c'est pas juste les Red Lions qui gagnent quelque chose, qui ont gagné la Coupe du Monde. Non, c'est vraiment un collectif. Il y a les Red Lions, mais il y a un staff, il y a une fédération, mais il y a aussi un public. Ça, je l'ai bien ressenti en 2019 quand on a joué une Coupe de Monde ici en Belgique. Le rôle de 12e homme, à quel point il est important. Il nous a aussi fait comprendre à quel point ce t-shirt il est important. Là, j'aime bien cette photo parce qu'on a le drapeau belge et on voit la détermination des joueurs sous Shane McLeod. Rien peut nous arriver, j'ai l'impression, quand on voit cette photo. On salue notre public parce qu'on adore de jouer avec lui autour de nous. Mais ce t-shirt que j'ai sur moi aujourd'hui nous a bien fait comprendre que chaque jour qu'on le met, c'est peut-être la dernière fois qu'on va le mettre. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie d'un athlète, mais quand on l'a sur nous, on doit se donner
à 100%, on doit être excellent. Comme il dit, c'est vraiment la détermination. Et on peut être fier. Moi, je suis fier à chaque fois que je mets chaque fois que je mets ce maillot, encore aujourd'hui, c'est pour ça que je le porte. Je suis super fier de le porter, super fier de porter ses couleurs, super fier de chanter l'hymne national dans les 2 langues, même si c'est a cappella, on y va et on donne vraiment tout notre cœur. J'en ai même des frissons ici, alors qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose, mais quand je vois cette photo, c'est dans ma tête et je pense que ça vient aussi de sa culture parce qu'il est néo-zélandais et les All Blacks, pour lui, c'est quelque chose d'important et de majestueux. Et je pense qu'il essaye de faire ça avec nous, que les Red Lions deviennent des gens sur qui on peut compter, sur qui on peut s'identifier. Et je pense que ça, c'est le plus important. Mon maillot, quand je l'ai reçu, était comme ça. Moi, ma carrière, je le vois aussi comme ce maillot. Ma carrière, c'est comme une grande flamme que je veux faire étinceler tous les jours un peu plus. Pas comme une petite bougie que je vais allumer et laisser se consumer là. C'est vraiment quelque chose que je veux défendre et que je veux tous les jours raviver. Et un jour, je vais donner mon maillot à un plus jeune et à lui de le porter encore plus haut. Aujourd'hui, je suis super fier parce que sur mon maillot, il y a une petite étoile qui dit qu'on a été champion du monde. J'espère que dans 10 ans, je verrai une 2e étoile parce qu'il y a d'autres générations qui auront pris ce maillot, qui l'auront élevé encore plus haut. Et donc, pendant les 10 mois qu'on a eu, on a travaillé comme des malades, on est parti en stage, on a fait des speed dating entre joueurs, ce qui n'était jamais arrivé, où on s'est dit les choses pour essayer un peu comprendre comment les autres fonctionnaient autour de nous. On a répondu à des questionnaires de personnalité pour exactement savoir comment les gens réagissent sur le terrain sous stress ou bien en période normale, parce que sur le terrain, forcément, parfois, on vit des périodes stressantes, mais il y a des gens, si on leur crie dessus, ils vont complètement se renfermer, on les aura perdus pour tout le match. Et donc, il nous a montré cette image de cette montagne et il nous a dit, tiens, où vous vous situez où aujourd'hui? Et c'était génial à voir parce qu'il y a des gars qui se mettaient sur la route, d'autres en dehors de la route, d'autres qui montaient sur la montagne à gauche et à droite, d'autres qui se mettaient presque en haut de la montagne. Et c'est ça qui était intriguant, c'est vraiment la vue de tout en haut, du top de la montagne, elle est belle, ça c'est clair, mais tout ce qu'on va apprendre pour y arriver, je pense que c'est vraiment ça qui nous façonne aujourd'hui et qui façonne les Red Lions. Pourquoi? Parce que c'est pas un long fleuve tranquille où on monte et c'est relax. Non, parfois quand on croit qu'on est au sommet, on tombe bien bas et puis on doit travailler encore plus dur pour remonter cette montagne. Et donc il nous a fait prendre conscience de cette image de montagne. Pourquoi? Parce que en 2015, on avait toujours des problèmes qui surgissaient pendant les matchs, quand on était stressé. Et donc, il les a comparés à des avalanches. Et c'était la seule chose qui pouvait nous bloquer dans notre ascension jusqu'au sommet. Par exemple, avant 2015, quand quelque chose n'allait pas sur le terrain, on avait vraiment des réactions en chaîne qui allaient dans l'équipe. Donc, ça commençait chez l'un, puis chez l'autre, ça énervait encore d'autres, et c'était parti. Et à la fin, les 18 joueurs ne savaient plus jouer ensemble. On avait cette culture de team of stars, donc chacun jouait pour soi, il faisait passer son ego avant. C'est lui qui voulait marquer et pas faire l'assist pour l'autre alors que l'autre était ennemi. Et on manquait de discipline. Comme je disais, on ratait quelque chose toujours en fin de quart-temps, en fin de mi-temps, en fin de match. Et donc, les réactions, comme que je disais, par exemple, il y a des gars, ils sont super négatifs, surtout. Il y a des gens comme moi qui deviennent beaucoup plus calmes. Alors si moi je deviens plus calme, c'est un peu embêtant parce que je suis le dernier homme et donc je dois coacher tout le monde sur le terrain. Si mes joueurs ne m'entendent pas, ils se disent tiens, il y a un problème, donc eux, ça commence un peu à les stresser. Et on est plusieurs coéquipiers à être dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes qui arrivent sur le banc et qui jettent leur stick par exemple. Il y en a d'autres qui sont sujets à prendre des cartes, une carte en hockey, c'est une carte verte ou une carte jaune et donc c'est 2 minutes de suspension ou 5 minutes de suspension, donc on joue à 10. En hockey, ça peut aller très très vite et en 5 minutes, on peut prendre 2 goals facilement. Et forcément, on a ce genre de body language où on laisse tomber tout. Et ça, c'est le genre de choses que Shane voulait en tout cas plus voir. Et donc, il a mis en place qu'on devait accepter qu'il y ait des leaders sur le terrain et chacun est leader à sa manière. Chacun a ses responsabilités. Chacun aussi a un rôle à jouer.
plusieurs rôles à jouer, définis par le coach, et il y a quelqu'un qui gère le temps. Par exemple, le temps, tiens, est-ce qu'on gagne? Oui, on gagne 1-0. C'est moi qui gérais ça. Et 5 minutes avant la fin, je devais crier, il reste 5 minutes, puis il reste 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien qu'à ce moment-là, c'était un turning point pour nous. Et donc, Shane, il nous a classés après de multiples meetings individuels, il nous a classés vraiment en fonction de nos rôles et de qui est le leader dans ce domaine ou ce domaine. C'était assez marrant à voir parce qu'à ce moment-là, on avait 2 vice-capitaines et un capitaine. Et donc, le capitaine sur le terrain, c'était lui qui allait parler aux arbitres. C'était lui qui allait gérer les arbitres, par exemple. C'est lui qui allait aussi motiver les troupes. Mais quand ça allait mal et qu'on se remettait en cercle pour discuter, en 2015, on se remettait en cercle, on était 16, il y avait 16 avis différents. Shane, lui, il a dit, voilà, le vice-capitaine Félix Denayer, quand on se met en groupe, c'est lui qui donne maximum 3 objectifs à suivre. Et donc, c'était très clair pour tout le monde qui allait parler à ce moment-là et qu'est-ce qu'on allait faire après. L'autre vice-capitaine, Jérôme Troyens, lui, c'était plus là. C'est bon? C'est bon. Alors, vous entendez? Oui. Vous voyez tout? On voit tout. OK. Donc, j'en étais là. Et donc, ce que Shane a fait ici, je reviens alors, il a fait comprendre à chacun qu'il fallait accepter ce leadership, forcément, mais on avait 2 vice-capitaines, un capitaine. Par exemple, John Gentleman, lui, à ce moment-là, il était capitaine de l'équipe. Il devait gérer les arbitres, motiver l'équipe. Le vice-capitaine, c'était assez étrange parce qu'avant 2015, quand on encaissait un goal, on se rassemble toujours en équipe. Et là, quand on se rassemblait, on avait 16 avis différents parce que chacun avait son petit avis à donner. Ça prenait beaucoup trop de temps et on ne savait pas quoi faire parce que hop, on se redispersait après et chacun avait son objectif à lui. Donc, Shane, lui, il a ordonné à Félix Denayer de donner 3 objectifs qui étaient très clairs. Et c'était le seul à prendre la parole à ce moment-là. Et enfin, le deuxième vice-capitaine, Jérôme Troyens, lui, il devait montrer l'exemple sur le terrain. Je disais donc que les réservistes, pour moi, c'est vraiment des personnes clés. Pourquoi? Parce qu'aux Jeux Olympiques, on joue à 16 joueurs et on a 2 réservistes. Ils font la même chose que nous, mais la probabilité qu'ils montent sur le terrain est très faible. Vraiment, c'est pas grand-chose, mais ils doivent toujours rester positifs. Ils doivent s'entraîner comme des malades, voire plus que nous, parce qu'ils ne jouent pas les matchs. Et donc, c'est un rôle assez ingrat, je vais dire, mais je pense que c'est un rôle déterminant aussi, parce qu'il suffit qu'on ait un blessé, et ce joueur-là, ce sera peut-être une demi-finale ou une finale qui devra jouer et où il devra prester. Et donc, on est le 6 août 2016, et Shane, en 10 mois, il a réussi à créer une nouvelle équipe. Avec ces 6 compétences-là, donc que le collectif va primer sur chaque individu, que la fierté de porter ce maillot est bien présente, on le voit, on est déterminé, on impressionne aussi, malgré que ce soit l'hymne national, on est là, on impressionne. Je me souviens qu'on a la demi-finale contre la Hollande, il y a eu un problème, on a eu un peu ici de technologie avec l'hymne national, et on a chanté à cappella et on était déterminés ce jour-là. On n'a pas peur de travailler, on n'a toujours pas peur de travailler encore plus dur. On a confiance en nous, on a confiance dans les autres et on a confiance dans le staff. Ça change énormément à notre niveau. Et même si on perd 1, 2, 3-0, on ne va jamais s'arrêter. On ne va jamais être mis au tapis jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il y ait ce coup de sifflet final. Et donc, l'équipe, la star, c'est elle. Et donc, pour ça, elle a besoin de passion. Forcément, si je n'étais pas passionné, je ne pourrais pas passer autant d'heures sur le terrain, autant d'heures à penser au hockey. Quand je mange, je pense au hockey. Quand je dors, je rêve de hockey. Même parfois, j'ai des spasmes que j'arrête une balle dans mon rêve. Ma femme est ravie parce qu'un jour, je lui ai mis un coup dans le nez. Elle n'était pas contente. Et vraiment, cette passion qu'on a en nous, moi, je suis triste quand je ne vais pas au hockey. Quand je ne m'entraîne pas ou que l'entraînement est annulé, c'est comme une drogue, j'en ai besoin. On est motivé dans ce sens aussi où on est prêt à aller plus loin, à aller chercher toujours plus loin, à devenir vraiment cette. Shane nous parle beaucoup d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, on peut atteindre cette meilleure version. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait encore, j'ai encore envie de pousser plus loin, de pousser 5-10% de mes performances. On fait beaucoup de sacrifices et nos familles aussi font les mêmes sacrifices avec nous. Et donc,
c'est clair, on part pas beaucoup en vacances, on a 1 à 2 semaines par an où on part. Quand je pars, je prends mes running avec moi et c'est clair, le matin à 6 heures, je suis parti, je vais courir comme ça. Après, je reviens à la maison, mon petit se réveille et on est parti pour la journée et je profite de ce moment en famille. La famille, c'est quand même, juste en parler ici, c'est super important pour moi et pour tout le monde. Et je pense de se faire entourer par des gens qu'on aime, c'est ce qui nous fait aller encore plus loin parce que ne croyez pas que c'est un long fleuve tranquille, la vie d'un athlète, même la vie d'un entrepreneur, d'un employé. Je pense que toutes nos vies, elles sont faites pour se mettre des objectifs et il faut s'entourer des bonnes personnes. On n'a pas peur de travailler dur quand on fait partie de cette équipe, de travailler toujours plus dur. Moi, je m'entraîne tous les jours ou je pense sauter tous les jours. De se donner du feedback, comme je disais, d'être honnête l'un envers l'autre. C'est ce qui nous a forgé aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de nous ouvrir l'un à l'autre, d'avoir aussi un esprit ouvert et se mettre un objectif très très élevé. Je pense dans la vie de n'importe qui, il faut avoir des objectifs élevés et il faut avoir des paliers pour y arriver, mais il ne faut pas avoir peur de les repousser aussi. Moi, par exemple, j'ai jamais pensé à un jour quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'avais jamais pensé jouer dans l'équipe nationale. Après, c'est venu petit à petit et mes rêves ont évolué et mes objectifs aussi ont évolué avec dans le temps. Faut croire dans ce qu'on fait, faut croire dans les gens autour de nous et en nous-mêmes. Parce que ça, c'est pour moi une des clés de la réussite pour moi parce que j'avais pas vraiment confiance en moi, alors que c'était quand même bizarre. J'étais gardien des Red Lions et quand j'ai pris cette confiance, ça m'a permis de décupler mon niveau de jeu. Et pas avoir peur de prendre ses responsabilités, de les partager aussi, que tout le monde se sent investi au sein de l'équipe. Comme dans une entreprise, en fait. Si on n'investit pas l'un ou l'autre d'une mission, il va se sentir un peu rejeté. C'est la même chose pour nous dans une équipe. Si un des joueurs n'a rien à faire, il ne va pas sentir faire partie de l'équipe. Et donc, je pense que c'est une grande qualité que Chine nous a donné, de donner vraiment des responsabilités à chacun. Certains plus que d'autres, mais chacun avait son rôle. Et s'il y en avait un qui ne prenait pas ses responsabilités, on n'allait jamais y arriver. Et donc, ça c'est le jour de la finale. Comme vous le voyez, le 12e homme là, il a fait la différence. On le voit derrière nous, on jouait contre l'Argentine. Et on voit, on est fiers quand même d'avoir cette médaille d'argent autour du cou. Après, forcément, quand on regarde un peu plus près, on n'était pas satisfait. On voit les mines des joueurs, on n'est pas radieux, on est triste, on pleure. Si on m'avait dit 10 mois avant les Jeux, ok, tu vas avoir une médaille d'argent, je vais signer direct. Mais quand on voit ce Graal doré aux Jeux Olympiques, honnêtement, je me dis pas que j'ai gagné une médaille d'argent, mais je me dis plutôt que j'ai perdu l'or. Mais ça, c'est parce que moi, j'en veux toujours plus. Et c'est ça qui est beau dans ce genre d'image et que j'aime bien, c'est qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours aller plus loin. Et la seule chose qui compte, c'est de gagner au final, pour gagner ensemble. Et donc, ça, c'est une image de moi après la finale. Pendant ma carrière, je disais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et avoir un peu des frissons, et vous allez entendre ma voix un petit peu partir, mais c'est parce que ça a été compliqué. Et un jour, ça n'allait vraiment pas et j'ai failli quitter le hockey, j'ai failli dire que c'était plus pour moi. Pourquoi? Parce que j'échouais, j'étais jamais repris dans l'équipe. Et dans mon club, je jouais plus. J'avais changé de club pour atteindre à ce niveau supérieur. Je jouais plus dans mon club. J'étais gardien moins de 21 numéro 1, mais j'avais plus l'âge de jouer dans cette catégorie, donc j'étais 3e gardien de l'équipe nationale, voire 2e gardien, mais je jouais plus dans mon club, donc c'était quand même assez spécial pour moi. Et à côté de ça, les études, je les ratais. Pourquoi? Parce que je passais tout mon temps à m'entraîner comme un fou pour devenir numéro 1 de l'équipe nationale. Et donc, j'échouais sur les deux côtés. Et donc, je n'arrivais jamais à être à 100% satisfait parce que quand j'étais au hockey, j'étais inquiet parce que je n'allais pas au bout. Et donc, je n'étudiais pas assez et donc je ratais. Mais quand j'étais au bout, je me disais, je ne travaille pas assez pour devenir le numéro 1 des Red Lions. Et à ce moment-là, j'ai arrêté le hockey pendant 1 an. J'ai arrêté l'équipe nationale. J'ai continué à jouer en club. Et ça m'a permis de me recentrer vraiment sur mes études que j'ai réussi à ce moment-là. Et ma femme, elle m'a dit à ce jour-là, ma compagne, ma petite amie à l'époque, parce que quelques années maintenant qu'on est ensemble, et elle m'a dit, ouais,
Rien ne va jamais être acquis comme ça, c'est juste toi qui vas y arriver. Ne compte sur personne d'autre parce que les gens autres que la famille, les amis proches, ben, parfois il y a des gens jaloux. C'est clair, il y a des gens qui m'adorent, ils font tout pour moi, mais je pense qu'il y a aussi des gens jaloux qui essayent de nous mettre à terre. Et je peux vous dire que j'ai failli quitter le hockey définitivement pour toute ma vie à ce moment-là. Et 2 ans après, c'était moi le gardien numéro 1 aux Jeux Olympiques à Londres et j'ai remporté pour la première fois mon titre de champion de Belgique. C'était la première fois. Après, ça a continué, mais chaque fois que je lève une coupe aujourd'hui, j'en ai un peu des frissons. Je pense à ces gens qui ont voulu me descendre, me mettre à plat, me mettre au sol. Et j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours continué. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, pourquoi ils font ça? Moi, je suis quelqu'un un peu trop gentil aussi. Je vais faire plaisir à beaucoup de monde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas aussi gentil que moi. Et donc, je vais aussi montrer les pros et je vais montrer qui je suis. Et donc, ne laissez jamais quelqu'un dire que vous n'y arriverez pas parce que c'est la meilleure manière pour qu'il y arrive. Donc, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et donc, on a joué 3 finales, donc 2013, 2016, 2017. 3 finales perdues, 3 fois la médaille d'argent. Et donc, on parlait de notre génération, une génération qui n'y arrivera peut-être pas, juste pas. On voit les joueurs, c'est quand même difficile à voir. Pourquoi? Parce que dans les articles de journaux, on voit des grandes photos comme ça, où les articles se succèdent. Hein. La Belgique écrasée par l'Allemagne, lors des douloureuses conclusions pour les Lions, c'est l'Irlande et pas les Lions qui vont en demi-finale. Cela s'est joué sur des petits détails. Et quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est lors de la Coupe du Monde, lors du premier match, un joueur international australien qui avait juste pris sa retraite, un grand joueur quand même, qui dit ouais, les Red Lions sont vraiment fragiles mentalement. Ça, c'est le premier match qu'on joue à la Coupe du Monde. Et donc, j'adore cette image parce qu'on a notre petite zone de confort et là où la magie apparaît. Pour moi, j'ai changé de club assez souvent, mais toujours dans le but de voir plus haut, de voir plus loin et de m'améliorer. Et j'ai joué dans des grands clubs en Belgique, dans un grand club, mais aussi j'ai joué en Hollande pour voir, tiens, une nouvelle culture, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cette sensation que le hockey là-bas, c'est professionnel. Et donc, chaque fois, j'ai essayé de voir autre chose. Aujourd'hui aussi, je fais une conférence devant vous. C'est pas habituel que j'ai ce genre de problème technologique, mais je le fais volontiers. Je suis pas quelqu'un qui va directement parler, je suis plutôt timide en général, mais pourtant je fais des speeches devant des centaines de personnes et ça me fait plaisir de partager mon histoire. Pourquoi? Pour faire comprendre aux gens de cette zone de confort dans laquelle on se trouve, où on se sent bien, ben, il y a peut-être quelque chose à aller chercher plus loin et à sortir de ça. Voilà, on a gagné, on est champion du monde en 2018 et on va à la grande place. Quand on a gagné la finale, on m'a dit tu vas aller à la grande place quand on rentre, directement en sortant de l'avion, on va jusque là. Et là, on se disait avec les joueurs, bon, on espère qu'il y aura 1000 personnes. On avait un peu peur que ce soit un flop parce que c'était un mardi à midi en plein hiver. Et 2 ans avant, je pense que c'était les Red Devils qui étaient allés et c'était noir de monde. Et je me souviens, on passait un par un sur le balcon et on voyait cette marée humaine. Noir, jaune, rouge, c'est le plus beau moment de ma carrière. Honnêtement, là j'ai vu qu'on a réussi à choquer un pays, on l'a fait, on a remporté cette Coupe du Monde et on ne pouvait pas être plus fiers parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient rien au hockey, mais ils étaient fiers de la Belgique, de cette unité qu'on représentait. Et on a chanté avec ces 6000 personnes là, vraiment dans les 2 langues. Et je pense que c'est quelque chose qui me touche aujourd'hui parce que j'ai envie de laisser une trace derrière moi de ma vie d'athlète, de ma vie de Vincent Vanache aussi à côté du sport. Et je pense que ça a été un des grands moments de ma carrière. Donc on a réussi à mettre ce drapeau belge au sommet. Et c'est vrai que la vie du sommet est magnifique, mais tout ce qu'on a appris sur cette montagne, ça nous forge intérieurement. Et donc voilà comment on parle de nous dans la presse à l'heure actuelle. C'est historique, les Red Lions, les meilleurs du monde, la Belgique au sommet du hockey mondial, et que ce soit dans la presse néerlandophone ou francophone, ce sont les mêmes articles. C'est magnifique à voir.
une autre vidéo de la Coupe d'Europe. Oui, on les voit très bien. Super, bon, c'était une vidéo de la Coupe d'Europe qu'on a joué ici en 2019 à Anvers. La pression, forcément, de jouer devant son public, elle est là. La pression de la fédération aussi, parce qu'on joue chez nous, il y a une grande organisation. Et au final, on voit dans la vidéo un petit détail qui change le match et à quel point on a la passion quand on joue. C'est vraiment une vidéo, je vous invite à la voir, je vous enverrai un lien, parce que ça vaut la peine de voir cette détermination dans le cœur des joueurs, dans les yeux, dans ce qu'on fait, dans les goals qu'on marque. Et donc, j'adore cette photo. Pourquoi? Parce qu'on est tous rassemblés, le staff, mais aussi les joueurs, et on célèbre avec notre public. Je me souviens, ce jour-là, j'ai fait 4, 5, 6 tours du terrain après avoir gagné la finale avec Victor Wigny, juste pour m'imprégner de cette sensation. On n'a pas pris nos iPhones ou quoi, non. Je voulais le vivre de mes yeux et m'en souvenir pour toute ma vie. Donc, je vous rappelle juste qu'on avait connu 5 coachs jusqu'en 2015 et les résultats étaient un peu aléatoires. Puis, cet homme est arrivé, Shane McLeod, et grâce à lui, on a terminé 2 fois deuxième et 2 fois on a gagné l'or. Donc, je pense qu'il méritait cette ovation qu'on lui a réservée après la Coupe du Monde. Et je me souviens, on a fait la fête comme des malades, c'est clair, on pouvait, parce que parfois aussi on fait la fête et je pense qu'on choisit nos moments et après la Coupe du Monde, c'était un grand moment. Je n'arrivais pas à dormir quand je rentrais à l'hôtel, il devait être 5 heures, 6 heures. Et j'ai trouvé cette phrase sur Internet qui dit « As a coach, it's not about how many championships or titles you have won, it's about how many lives you have impact and influence. » Et pour moi, ça a vraiment résonné en moi, je l'ai envoyé direct. Pourquoi? Parce que c'est clair, cet homme-là, il a changé ma vie à moi. Il a vraiment impacté dans mes décisions aujourd'hui, comment je pense aux gens autour de moi, comment je pense dans une équipe. Je pense que nous aussi, on a influencé très fort sa vie à lui. Et je pense que c'est quelque chose à prendre pour tout le monde parce que vous pouvez influencer aussi votre vie à vous. Mais qu'on soit, je pense, un cadre dans une entreprise, un chef d'entreprise, je pense qu'il doit avoir ça dans sa tête, dans un coin de sa tête, parce que c'est pas juste le profit qu'il y aura à la fin de l'année qui compte, mais je pense que c'est l'impact qu'on a sur les gens et comment ces gens vont évoluer avec cette influence qu'on leur donne. Et moi, j'essaie toujours d'être une source d'inspiration pour quiconque, pour des personnes âgées, mais aussi pour des enfants. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me dit qui vient me chercher. Et donc, moi, Vincent Vanache, qu'est-ce que j'ai appris? Grâce au fait de travailler dur, d'être ambitieux, de croire, d'y croire tout le temps, de jamais baisser les bras, de prendre mes responsabilités. Je suis quelqu'un d'assez professionnel. Je ne vais jamais me mettre au sol parce que j'ai cette capacité à me battre et si vous voulez me plaquer au sol, je vais continuer à me battre et continuer, vous pouvez que vous aviez tort. Et la discipline, parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, il faut avoir la discipline, il faut être organisé et il faut être concentré sur son objectif. Je suis fier de ce que je suis en tant qu'athlète, en tant que mari, en tant que papa, mais aussi en tant qu'humain sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je m'investis quand même par exemple, dans l'association Make-A-Wish ou bien l'association scolaire ULB, qui sont des associations qui viennent en aide à des personnes, par exemple, handicapées. Pour Make-A-Wish, pour Scolaire ULB, c'est des personnes qui ne peuvent pas faire appel à des cours particuliers parce qu'ils n'ont pas les moyens et donc en place on met une forme de tutoriel qui sont des bénévoles et qui vont aider ces jeunes. Ça fait plaisir parce que je ne touche pas que le hockey, mais ça commence à grandir et j'ai envie de donner encore plus. Il ne faut jamais s'arrêter de rêver. Je suis fier d'avoir réussi mon diplôme. Pourquoi? Parce que à l'époque, et je pense que c'est quelque chose qui change petit à petit, à l'époque on me disait tiens, tu dois choisir entre le hockey et tes études. Et moi j'ai toujours dit non, je ne veux pas choisir. Alors les études que j'ai faites, ce sont des études de kiné qui durent 4 ans. Moi, elles ont duré 9 ans. Pourquoi? Parce que j'ai splitté toutes mes années en deux et l'année des Jeux Olympiques en 2016, j'ai pris encore 1 an en plus pour faire mon mémoire. Et donc, je suis super fier d'avoir eu ce diplôme. Pourquoi? Parce que ce genre de professeur, je lui ai prouvé au final que même si ça a duré longtemps, j'ai eu mon diplôme et j'ai réussi à jouer sur les 2 tableaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ouvert des portes pour d'autres athlètes qui passent derrière nous et qui ont compris parce que ce genre de professeur, il m'envoie un mail aujourd'hui en disant félicitations pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Europe ou pour les Jeux.
Après, je leur renvoie toujours, mais j'espère que ça a été aussi une bonne leçon pour vous parce que c'est vous qui m'aviez dit un jour de choisir et je n'ai pas choisi. Et si j'avais peut-être choisi des études, ben, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Et si tous les Red Lions avaient choisi leurs études, ben, la Belgique aurait peut-être pas toutes ces médailles. Donc, je pense que là, c'est vraiment important, une chose pour tout le monde d'avoir un diplôme, mais aussi d'y croire et de croire en ses rêves et de persévérer. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé mes études avec certains, quand moi j'étais à la moitié, eux, ils avaient déjà fini. Et donc, mentalement, c'est assez compliqué, mais il faut s'accrocher. Et donc, ça, c'est mon palmarès aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous disais, en 2012, j'ai soulevé ma première coupe. Après ça, j'ai été 3 fois champion de Belgique, 2 fois champion de Hollande, 2 fois champion de l'EHL, vice-champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, 3 meilleurs gardiens du monde. Moi, je ne réalise pas ça aujourd'hui. C'est juste quand j'ai dû faire la présentation, je les ai notés, je me dis, ça commence à compter. Après, je ne suis pas satisfait parce que j'en veux encore et j'en veux encore plus. Souvent, on me dit, tiens, si tu gagnes l'or olympique, à Tokyo, c'est bon, tu vas t'arrêter parce que tu auras tout gagné. Tu as le plus beau palmarès du hockey belge, mais tu as aussi le plus beau palmarès du sportif belge. À un moment, tu vas dire stop. Et là, il a répondu non, parce que moi, c'est ma passion, c'est ça qui me conduit. C'est ça le but de ma vie aujourd'hui, de rapporter des titres, de jouer pour la Belgique, de jouer pour mon club. Je suis fier du logo que je porte sur le cœur. Et le jour où je vais m'arrêter, je vais avoir quelque chose qui me manque, je vais devoir retrouver cette adrénaline qui part. Et je voudrais que ça ne s'arrête jamais, mais c'est sûr que ça va s'arrêter à un moment. Mais, demander à Nadal ou Federer de s'arrêter quand ils avaient gagné leur premier grand chelem, impossible. Lewis Hamilton, quand il a gagné son premier championnat du monde, impossible parce qu'ils ont cette passion en eux. Et c'est pas que je me compare à eux, mais en tout cas, point de vue de la passion, je pense qu'on est sur le même niveau. Donc, c'est encore quelque chose qui va arriver dans les prochains mois. J'espère en tout cas une médaille d'or au jeu, comme vous l'avez vu. J'espère retourner en août 2021 chez le roi avec une médaille d'or autour du cou. Donc, je vous remercie tous. Désolé pour les petits soucis technologiques. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. Et pour nous aussi. On te félicite. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Vincent Vanache? Gilles Vandenberg. Alors, Gilles, tu peux ouvrir ton micro? Salut Vince. Salut Gilles, ça va? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Dis, moi en fait, pendant que ça a été coupé, je disais, en fait, vous avez vu, je crois, 4 changements de coach depuis que tu es en équipe nationale. Et c'est un peu comme dans le boulot. Comment toi, tu vis en fait ce changement à chaque fois de coach? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce que voilà? Il y a toujours une appréhension parce qu'on ne connaît pas la personnalité du coach et forcément on doit avoir un certain feeling. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup avec Shane aujourd'hui, c'est qu'il a vécu 20 ans, 30 ans en Belgique. On comprend bien la mentalité belge parce qu'on a une autre mentalité, on est belge, c'est tout. Et parfois, je trouve que ce que j'ai pu voir à l'étranger, on n'est pas assez fier de ce qu'on représente. Et souvent, on ne croit pas assez en nous. Par exemple, j'ai été joué en Hollande, il ne savait pas du tout de quoi il parlait, mais il disait « oui, je sais ». Alors que nous, Belges, on va dire « ouais, je ne sais pas trop », alors qu'on sait exactement la réponse. Et je pense que ça, on doit toujours s'adapter à qui on fait face. La chose encore plus dure chez les Red Lions, c'est qu'on parle une langue différente. Ce n'est pas notre langue maternelle non plus. Donc, quand on parle anglais ou néerlandais, ben, on doit trouver nos mots aussi, et ce n'est pas exactement ce qu'on dirait en français. Et donc ça joue aussi un peu dans la personnalité, dans la rencontre avec ces différents coachs et comment eux aussi de leur côté ils voient ça parce que il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont fait l'effort d'apprendre le français. Dommage parce que j'aurais bien voulu avoir cet effet inverse. On voit bien pour les mettre un peu hors de leur zone de confort comme j'en parlais. Et donc chaque fois c'est vraiment un procédé aussi de relationnel qui se met en place. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on s'adore. On va pas devenir des meilleurs amis parce qu'il y a quand même une certaine distance. Mais au plus on est transparent, au plus on est honnête. Par exemple, Shane, il voulait plus de coach mental. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'y avait pas une tierce personne entre nous. Il voulait que ça soit très fluide, quoi, et très honnête et très transparent. Et donc,
quand moi je me sens pas bien, je vais direct lui en parler et il va dire ok, on va trouver ça, tiens, est-ce que tu as besoin de repos? Je dis oui. Eh ben, il dit ok, tu prends 2 jours de repos là et là. Avant un tournoi, j'ai souvent besoin de repos, 2 ou 3 jours. Ben, il me les donne parce qu'il sait qu'après, ça va me faire du bien et surtout à l'heure actuelle, comme j'ai un enfant, on n'est pas beaucoup à avoir des enfants, ça change quand même la vie de l'athlète aussi. Point de vue du sommeil, point de vue de la récupération, c'est fort différent. Top, merci. Ouais. Merci. Nous avons Stéphane Piette qui souhaite également poser une question et Raphaël Alvarez-Campa également. Alors, Ouais. Stéphane. J'entends pas. Vas-y. Ouais, le micro. Oui, t'entends. Voilà, le micro, voilà. Bonjour Stéphane Piette, enchanté. Moi en fait c'est pas vraiment une question, c'est surtout vous remercier pour les valeurs d'unité et la dimension que vous avez apportée à rendre le pays fier. Parce que moi j'ai toujours été fier d'être belge et on est un peu en effet plus humble que d'autres qui ont aussi un coq sur leur emblème par exemple. Et voilà, c'était simplement par rapport à ça. Merci d'avoir chanté la Brabançonne dans les 2 langues et d'avoir montré des valeurs dans le sport et qui ont une dimension autre pour les jeunes et pour donner une belle image. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir à entendre. Merci. On va passer la parole à Raphaël. Raphaël, tu remets ton micro en route chez toi. Non, j'entends rien. Non, dès que je l'ouvre, il referme son micro, donc on t'entend pas. Sinon, il peut poser la question via le chat. Oui. En attendant, peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Non. Allô? Pierre? C'est pour ça que je pense que ça parle à tout le monde et je pense que en Belgique, on l'a vu, on a des grands entrepreneurs, des grandes personnes ici et s'ils ont ça en eux, cette philosophie dans un coin de leur tête, je pense que c'est bénéfique en tout cas pour leur entreprise parce que je pense que elle va aller plus loin que juste ces objectifs qui s'étaient fixés et honnêtement, moi je pense à cette phrase assez souvent en tout cas. Quand j'ai des choix à faire ou quoi, ouais, j'y pense. Merci. Voilà, je vous propose de clôturer la réunion à ce moment-ci. Ceux qui ont encore des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer également par mail. On transférera l'information donc à M. Vincent Vanache. Un tout grand merci Vincent pour cette belle présentation et vraiment aussi désolé de notre côté pour ces petits soucis techniques que nous avons tous connus. Avec plaisir. En live, en direct. Merci à tous. Bon, voilà, c'est les aléas du direct. On sent bien que la technologie n'est pas encore à 100% au point. Mais malgré tout, voilà, on est très heureux de partager ça avec vous et on le mettra également en ligne sur YouTube et sur notre chaîne via notre membre et partenaire Pierre Moquel de arcane3.be qui est notre représentant vidéo depuis maintenant pratiquement 1 an et avec qui on collabore avec grand plaisir. Voilà, un grand merci à vous tous, une très belle journée et si vous voulez être avec nous avec l'Ecofin, l'apéro, vous êtes les bienvenus. Peut-être